Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci d'être au rendez-vous de l'information panafricaine. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis Constieka. Au menu de cette émission, nous allons parler du Cameroun, du 41e anniversaire du RDPC, surtout de la session à la magistrature suprême du président Paul Biya. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Le sujet sera rythmé sur la Côte d'Ivoire. On parlera du Premier ministre ivoirien, le nouveau, qui met vraiment la pédale, qui accélère, si vous voulez, dans tous les chantiers mis en œuvre en Côte d'Ivoire. Nous allons parler du Ghana, du Togo. Bref, nous parlerons aussi du Tchad, du Sénégal. Enfin, on vous donnera comme ça un panorama de ce que l'Afrique a d'informations très, très pointues. Merci de rester des nôtres. En ouverture de cette émission, nous commençons par le Cameroun. C'est chose rare, chose étonnante pour certains, je dirais surtout pour les personnes du Nord, de voir comment est-ce qu'un président a presque 90 bougies passées, et je dirais même 41 ans au pouvoir, et encore adulé par tout un peuple. Le peuple camerounais qui n'a Dieu que pour son président, le président son excellence Paul Biya, et qui a fêté avec faste. Je dirais même les militants du RDPC lui ont rendu un hommage particulier pour ses 41 ans au pouvoir. Ce 41e anniversaire de la session au pouvoir du président de la République camerounaise, célébré avec faste par les militants du RDPC, dans la ville de Douala, c'est celle que nous avons choisie. Toute notre équipe de CNN s'est focalisée sur les activités de la RDPC, à savoir M. Hervé Emmanuel Nkom, qui est un fervent défenseur. Sous un soleil ardent, comme sous une pluie arrosante, les cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, ont célébré avec faste Paul Biya. La dite cérémonie s'est déroulée au quartier Bépanda Arcelour, situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, sur la présidence du gouverneur de la région du littoral, en présence maire de la ville de Douala 5e, du président de section RDPC de Douala 5e, ainsi que de nombreux militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le 6 novembre 2020, du peuple camerounais de Douala 5e a une fois de plus sollicité la candidature de leur champion, le président Paul Biya, à l'élection présidentielle 2025, au regard des grands défis relevés jusqu'ici. En ce jour d'anniversaire national, le grand camarade Paul Biya, que Vouri 5 l'invite à se présenter avec totale assurance comme notre cas de la femme dans la prise des grandes décisions pour le développement de la nation. Une raison qui motive davantage les femmes de la sous-section OFRDPC à porter un soutien indéfectible au président Paul Biya. La mobilisation et l'animation dans le parti. Le fait de le dire multiplie les postes au niveau du gouvernement et aussi ça veut dire qu'il permet à la femme de participer à la gestion des affaires de notre République camerounaise. Et aujourd'hui, vous voyez tout ce qui est mis à la disposition de la femme pour son émergence. La femme aujourd'hui, elle porte des responsabilités de notre pays. Donc nous pouvons dire que nous avons tout intérêt à soutenir le président de la République parce que nous nous préparons pour l'émergence du Cameroun. Et pour cela, il nous donne tous les moyens, il nous donne tous les outils qui nous amèneront à ce niveau. La jeunesse également n'est pas en reste. Les jeunes de la sous-section OJRDPC invitent les autres jeunes à rejoindre le parti de la flamme. L'homme du renouveau n'a cessé de séduire ses militants et sympathisants par des actions et des réalisations concrètes. Comme vous le constatez, nous sommes très fiers d'atteindre ce jour aujourd'hui parce que 41 ans, ce n'est pas 41 jours, ce n'est pas 41 mois. Vous devez savoir que c'est Dieu qui a choisi le président Paul Biya pour le Cameroun de notre président parce qu'il nous a tout donné pendant son règne. Il nous a donné tout ce qu'il a. 22,
nous avons bénéficié d'un nombre important de réalisations. En témoigne le nombre d'universités que nous avons sur pied, les infrastructures sportives, les offres de concours, etc. Les jeunes de ne pas avoir honte, d'afficher clairement leur militantisme, de ne pas avoir peur d'arborer les symboles, les idéaux du parti et de toujours rester fidèles aux engagements du président Paul Biya qui n'a jamais eu de cesse d'œuvrer pour notre développement. Le 41e anniversaire d'exercice du pouvoir par le président Paul Biya coïncide cette année avec le début des grandes manœuvres dans les états-majors des partis politiques dans la perspective de la prochaine élection présidentielle 2025. Pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son candidat naturel reste et demeure le président Paul Biya. Pour nous, 2025, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous travaillons depuis la dernière élection 2018. Rassurez-vous, le RDPC d'Anvoury-Saint, et j'en suis convaincu, dans tout le territoire camerounais, se comporte comme si 2025 était demain. Et toutes les armes sont prêtes, tous les acteurs sont mobilisés, toutes les forces vives sont mises en exergue pour que la victoire soit écrasante, mais surtout éclatante et dans la démocratie totale. Le 5e arrondissement de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, est déjà à pied d'œuvre pour préparer une victoire démocratique pour leur champion, le président Paul Biya, aux élections présidentielles de 2025 prochain. Après cette célébration et surtout cet encouragement du peuple camerounais, je dirais surtout les militants du RDPC, à vouloir revoir leur champion, le président Paul Biya, se présenter en 2025. C'est dire tout simplement que les Africains, nous devons apprendre à faire la politique selon nos us et coutumes. Respectons nos leaders et faisons en sorte de ne pas imiter les autres. Nous allons en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, où la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire a été reçue par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Tiemoko Meïlé Koné. Une visite de courtoisie au menu de laquelle ils ont évoqué un appui encore plus important de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire, ainsi que de la COP 28. L'équipe de CNN conduite par Ousmane Koulibaly a entériné ces images pour votre plaisir. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Meïlé Koné, a échangé le mercredi 8 novembre 2023 au Palais de la Présidence de la République avec la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et la Guinée, Mme Marie-Chantal Ouanili-Guira. Madame Marie-Chantal Ouanili-Guira a indiqué que sa présence au palais présidentiel de la Côte d'Ivoire était avant tout une visite de courtoisie au vice-président de la République qu'elle rencontrait pour la première fois depuis sa prise de fonction en Côte d'Ivoire en juillet dernier. Pour moi, reprenant cette fonction, je pars sur un point de départ qui est excellent. Les relations entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire sont excellentes. C'est démontré par le programme que nous avons ici qui se chiffre à plus de 6 milliards, 2,2 de dollars. C'est assez important et qui couvre beaucoup de secteurs. C'est un programme qui s'exécute très bien et nous pensons que vu le poids de la Côte d'Ivoire, non pas seulement pour le pays mais pour la région, nous pouvons continuer à faire plus. Donc j'ai discuté avec son Excellence, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour faire plus. Les pays ont été touchés par les multiples crises. Et c'est le moment ou jamais que nos clients ont besoin de nous. Et je suis heureuse et contente de l'appréciation des efforts de la Banque ici en Côte d'Ivoire, mais aussi comment on peut faire encore plus. La Côte d'Ivoire assume le leadership au niveau de l'Afrique en matière de discussion sur le changement climatique qui touche nos pays. Et je voulais échanger avec son Excellence avant le sommet de la COP 28 parce que je suis convaincue que la Côte d'Ivoire va porter la voix de la Côte d'Ivoire, mais la voix de l'Afrique aussi. Parce que l'Afrique a quelque chose à donner en contrepartie, en absorbant les carbones qui sont émis par les autres pays. Mais en même temps, l'Afrique, et notamment la Côte d'Ivoire, a vraiment des programmes que le monde entier peut appuyer
pour s'assurer que la Côte d'Ivoire continue à jouer son rôle. Soulignant le rôle moteur de l'économie ivoirienne au niveau régional, Mme Marie-Chantal Ouanili-Guira a indiqué avoir évoqué avec le vice-président Tiemoko Mele-Kone les voies et moyens d'un appui encore plus important de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire et à l'ensemble des pays de la région touchés par les multiples crises qui secouent le monde depuis quelques années. Pour finir, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Mele-Kone, et la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Mme Marie-Chantal Ouanili-Guira, ont évoqué le sujet de la COP28 et la participation de la Côte d'Ivoire à ce grand rendez-vous de Dubaï. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara, qui, comme je le dis, de temps à autre, et je n'arrêterai pas de le redire, est au four et au moulin pour le bonheur de son peuple, le bonheur de ses compatriotes ivoiriens. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, est arrivé à Riyad, en Arabie Saoudite, ce jeudi 9 novembre 2023, en fin de journée, pour prendre part à l'invitation de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique, prévu le 10 novembre 2023 au Centre international de conférence Roi Abdulaziz. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a été accueilli à son arrivée à l'aéroport royal par le vice-gouverneur de la région de Riyad, son Altesse royale Mohamed bin Abderrahman Al Saoud, ainsi que plusieurs autres personnalités saoudiennes et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Ce sommet placé sous le thème développement et prospérité, agriculture, éducation, santé et assistance humanitaire vise à intensifier les relations et à accroître les opportunités d'investissement entre le Royaume d'Arabie Saoudite et les États africains. En marge du sommet, le chef de l'État aura des entretiens avec plusieurs de ses homologues et de nombreuses personnalités. Il est à noter que le ministre, directeur du cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, la ministre de l'économie, du plan et du développement, Mme Nialé Kaba, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Kakou Wadja Léon Adom, ainsi que la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Mme Masséré Touré-Koné, prendront également part à ce sommet aux côtés du chef de l'État. Le Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, s'est entretenu avec les équipes impliquées dans la mise à niveau du stade Alassane Ouattara. Quand on sait que ce stade a fait couler beaucoup d'encre, mais ne dit-on pas que partout au monde, on a eu un changement climatique qui a créé des inondations sur toute la planète? Mais rien de plus rassurant pour les 24 pays qui prendront d'assaut la Côte d'Ivoire pour la CAN 2023 d'être rassurés. Au pays du président Alassane Ouattara, avec un Premier ministre efficace, doué d'une expérience particulière, on sait faire des choses. Reportage, Charlotte Abdoulaye. Le Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, M. Silas Adjé-Metch ont échangé pendant près d'une heure avec les acteurs engagés dans les travaux de mise à niveau du stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Le Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, est venu toucher du doigt les travaux effectués au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Tous les aspects du stade sont passés au peigne fin. C'est dans cette enceinte que les éléphants de Côte d'Ivoire disputeront tous leurs matchs de premier tour de la CAN Total Énergie 2023 en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, est venu ce mardi constater de visu les travaux réalisés au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Tous les aspects du stade ont été passés en revue. Il a effectué cette descente sur le terrain afin de rencontrer les équipes de techniciens pour discuter de points spécifiques, entre autres la pelouse, de l'électricité, pour ne citer que cela. Nous avons passé en revue tous les points qui étaient des points de préoccupation. Nous avons regardé avec les entreprises, le BNET, les ingénieurs qui sont sur le chantier, et nous avons déterminé des repères de dates. Il y a 2 dates majeures. La première, c'est le prochain match de la Côte d'Ivoire contre les Seychelles. Le dispositif qui doit nous conduire à ce match dans d'excellentes conditions a été planté, adopté. Deuxième point de repère, le dispositif qui doit nous conduire à offrir un stade sans problème a été planté aussi, et nous avons donné des dates aux entreprises, elles le savent. Par conséquent, au terme de ces 2 échéances, en principe, on ne doit plus avoir de problème au stade de Bempé. C'est une exigence, on n'a pas le choix. S'il s'agit de la Côte d'Ivoire et du président Alassane,
qui a mis les moyens qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire offre à l'Afrique et au monde une compétition de très haut niveau. Personne n'a envie de jouer avec ça. En présence des médias, le Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, a tenu à rassurer sur l'engagement de toutes les composantes de la société pour le succès de cette messe du football qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Nous allons rencontrer dans un premier temps les directeurs de publication, dans un deuxième temps toute la presse en ligne, dans un troisième temps tous les anciens sportifs. Nous allons aussi rencontrer les artistes, la jeunesse, nos braves mères qui sont sur les marchés, les transporteurs, tous les leaders d'opinion, pour que ensemble nous épousions cette grande célébration sportive qui va être une occasion de montrer au monde entier ce que sont les Ivoiriens, ce qu'est la Côte d'Ivoire, et particulièrement la grande hospitalité, la joie de vivre des Ivoiriens et surtout l'amitié que les Ivoiriens savent exprimer à l'égard de toutes les autres nationalités sans distinction. Du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire sera le théâtre de l'événement phare du football africain. On compte actuellement plus de 4000 demandes d'accréditation de la presse, dont 800 sur le continent africain. Je disais tantôt que le Premier ministre, M. Begré-Mambé, qui a une expérience inégalée dans tout ce qui est organisation et surtout qui sait faire son travail. Comme on dit habituellement, dans le jargon d'ailleurs politique, faire le job. Retenons que les États-Unis d'Amérique volent aussi au secours de la Côte d'Ivoire en cette période où tout est permis aujourd'hui dans le monde avec ces attentats divers de part et d'autre. Rien n'est exclu. Les États-Unis sont au chevet de la Côte d'Ivoire. Les États-Unis se sont engagés dans la sécurisation de la Cannes Total Énergie 2023 en Côte d'Ivoire. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le mardi 7 novembre 2023, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Wagondo Diomandé, s'est rendu à l'école de police d'Abidjan pour lancer un séminaire de formation sur la lutte contre le terrorisme en vue de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes Total Énergie 2023, en présence de son Excellence Jessica Davis-Ba, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Pour la réussite de la 34e édition de la Cannes Total Énergie 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, le pays bénéficie du soutien des États-Unis à travers ce séminaire qui durera 3 jours. L'objectif de cet exercice international de lutte contre le terrorisme qui se déroule du 7 au 9 novembre 2023 est d'une part de renforcer les capacités des forces de sécurité en matière de sécurisation des grands événements sportifs et en matière de lutte contre le terrorisme d'autre part. Les forces de sécurité aiguiseront leurs connaissances en techniques d'information et d'intégration dans les renseignements, ainsi qu'à la revue et reconnaissance des outils de lutte contre le terrorisme. L'événement d'aujourd'hui, qui est un exercice de lutte contre le terrorisme international, s'inscrit dans le cadre de notre réponse à votre requête, à notre réponse à notre partenariat entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Et le but de cet événement comporte 2 volets. Échanger les leçons apprises et améliorer la collaboration. Et les États-Unis restent disponibles pour approfondir nos partenariats pour la préparation d'une Cannes réussie et la victoire des éléphants. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée, le général Wagondo Diomandé, a encouragé les auditeurs à participer activement afin de favoriser la transmission d'informations et l'appropriation des meilleures pratiques de prévention contre le terrorisme. En janvier prochain, la Côte d'Ivoire va recevoir beaucoup de monde, de tous les pays d'Afrique et des pays hors de notre continent qui viendront pour la Coupe d'Afrique des Nations. La sécurité de ces personnes est de la plus haute importance parce que nous considérons que chacun des participants est un ambassadeur de son pays auprès de la Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, sa sécurité nous incombe, y compris celle des résidents. C'est pourquoi il ne faut lésiner
sur aucun moyen pour garantir non seulement le bon déroulement de la compétition, mais la sécurité de tous les participants. Son Excellence Jessica Davis-Barra, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, a invité les auditeurs à s'inspirer des bonnes pratiques américaines, à tirer les meilleurs enseignements et les adapter au contexte ivoirien. À se demander souvent s'il a un petit moment pour se reposer. Celui qui est désormais appelé Monsieur Sécurité du territoire national. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, qui est partout, au four et au moulin, et surtout veille à la sécurité du territoire national. L'armée ivoirienne renforce ses capacités opérationnelles à l'approche de la Cannes Total Énergie 2023. Vous constaterez vous-même par les faits. Reportage Raoul Sonkoué. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Ibrahima Ouattara, a procédé ce 8 novembre 2023 à Abidjan à la remise des 74 véhicules et du matériel informatique à la Gendarmerie nationale et aux forces armées de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État a remis les clés des véhicules et des échantillons du matériel informatique au chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, et au commandant supérieur de la gendarmerie, le général de corps d'armée, Alexandre Apalo, ainsi qu'au représentant de l'administration centrale, le général de brigade Sako Issa. Le général de brigade Sako Issa, porte-parole des récipiendaires, se réjouit de la sollicitude des autorités ivoiriennes pour garantir une capacité opérationnelle optimale des forces de défense et de sécurité. La dotation de ce jour vient encore une fois renforcer et consolider la dynamique entreprise par Monsieur le ministre d'État de voir nos armées accroître leur professionnalisme et conserver leur dignité retrouvée. Monsieur le ministre d'État, nous sommes bien conscients des énormes efforts que vous ne cessez de fournir pour que ces dotations soient possibles. Aussi voudrais-je, au nom des bénéficiaires de ce jour, vous assurer de notre engagement à toujours remplir nos missions avec une conscience professionnelle sans faille et surtout à faire de ces matériels le meilleur usage. Une dotation du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, qui démontre l'attachement de l'État à garantir les meilleures conditions de travail aux forces armées de Côte d'Ivoire. 74 véhicules, dont 16 véhicules de liaison, 13 véhicules de transport de troupes et du matériel informatique qui s'inscrit dans la continuité à renforcer les capacités de mobilité ainsi que les capacités d'organisation et de travail des forces armées de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Ibrahima Ouattara, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Je voudrais, après le général Sako, exprimer notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, qui n'a de cesse à faire en sorte que les forces armées de Côte d'Ivoire soient dotées de moyens leur permettant de remplir dans les meilleures conditions les missions qui leur sont confiées. Dans 2 mois, nous allons faire face à un événement d'une extrême importance. La Coupe d'Afrique des Nations, ici en Côte d'Ivoire, au mois de janvier prochain. Et c'est le lieu de demander aux forces armées de Côte d'Ivoire de se mobiliser pour faire en sorte que cet événement soit un succès. Donc ces mobilités, je suis sûr, participeront à faire en sorte que vous puissiez remplir de façon satisfaisante cette mission. Près de 3 milliards de francs CFA ont été alloués à cette remise de véhicules et du matériel informatique. Avant de parler du Togo, permettez-moi de faire la part belle à notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée.
et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Nous quittons la Côte d'Ivoire à vol d'oiseau, c'est pratiquement à peine 1 heure pour être au Togo. Le Togo, le pays du président Faure Issou-Singbe, est un pays béni, un pays où règne un calme, un pays où le chef d'État a une maîtrise de la politique pour le bonheur de ses compatriotes. En présence du chef de l'État togolais à la messe pontificale marquant la célébration des 50 ans du sanctuaire marial de Togoville, une messe d'action de grâce marquant le jubilé d'or du sanctuaire marial. Comme pour dire, Dieu reste le maître des temps. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le président de la République du Togo, son Excellence Faure Issou-Simna Gnassingbé, a assisté ce dimanche à Togoville à la messe d'action de grâce, marquant le jubilé d'or du sanctuaire marial Notre-Dame du lac Togo. Le chef de l'État togolais était entouré d'autorités politiques, administratives, religieuses et traditionnelles. Le sanctuaire marial de Notre-Dame du Lac, un berceau de sainteté, résonne chant et danse en louange à la Vierge Marie, mère de la miséricorde de Togoville. La présence du chef de l'État togolais, son Excellence Faure Issou-Simna Gnassingbé, lors de cette célébration eucharistique, donne un caractère particulier à cette messe d'action de grâce marquant les 50 ans du sanctuaire marial de Togoville et la fin du grand pèlerinage annuel au pied de Notre-Dame du lac Togo. La messe pontificale a été co-célébrée par Monseigneur Isaac Agbemenia Gaglo, évêque d'Anéo, et plusieurs prêtres, et a connu la participation de milliers de pèlerins. Les différents intervenants ont prié pour le Togo et ses dirigeants, en particulier le président de la République du Togo, son Excellence Faure Issou-Simna Gnassingbé, un homme épris de paix. Aujourd'hui, nous avons vu le chef de l'État, c'est une grande joie pour nous. Ça montre qu'il est père pour nous tous, sans exception. Il a participé à cette célébration eucharistique, il a donné de tout son cœur et nous prions pour lui. C'est toute une grâce d'avoir un président qui s'intéresse aux activités religieuses de son pays. Ça a été une surprise agréable. Le 31e dimanche ordinaire de l'année a mis en avant le jubilé d'or. Monseigneur Gaglo a remercié le chef de l'État pour sa présence à ces célébrations religieuses et à ce haut lieu de spiritualité qui a marqué l'histoire du Togo. Suivons des hommes et des femmes de vertu et de valeur. Imitons ceux et celles qui nous enseignent par leur propre vie. Dans une société sous pression des réseaux sociaux et du relativisme, ils sont peu nombreux ceux et celles qui nous laissent un témoignage héroïque d'une vie citoyenne ou chrétienne exemplaire. Malgré les vents contraires, nous devons persévérer dans le bien. Fuyons le mal avec horreur et rivalisons-nous dans le bien. Que les paroles de Jésus nous aident à faire un sérieux examen de conscience. Votre présence non seulement honore l'Église catholique et notre diocèse, également toute la nation togolaise. Le 3 novembre 1973, le Togo a été solennellement consacré à la Vierge Marie à travers l'ouverture d'un sanctuaire à Togoville. Depuis ce jour, des pèlerins convergent vers ce lieu sacré pour prier et rendre grâce à Dieu. Le choix de cette localité n'est donc pas anodin. C'est le village qui a donné son nom originel, Togo, à tout le territoire togolais. Nous restons toujours au Togo pour évoquer un aspect de l'agenda du président chef de l'État togolais, son Excellence Faure Issou-Simna Gnassingbé, qui a pour la circonstance pris part à Paris, en France, au forum de l'OCDE. Le chef de l'État togolais appelle à une mobilisation des investisseurs privés. Reportage Charlotte Abdoulaye.
Le président de la République du Togo, son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé, a pris part à Paris, en France, à la 22e édition du Forum économique international sur l'Afrique, sur le thème « Investir en Afrique pour une croissance inclusive et un développement durable ». Elle est organisée à l'initiative du Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique et de la Commission de l'Union africaine. Le président togolais, son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé, est le seul chef d'État invité à cette rencontre économique de haut niveau. Dans son intervention, il s'est félicité de l'organisation de cette rencontre internationale qui vise à mener des réflexions efficientes sur les possibilités d'un investissement durable en Afrique et des réformes structurelles de la finance mondiale. En dépit de cette situation géopolitique et écologique tendue, je suis optimiste pour l'Afrique. Parce que, après plusieurs années difficiles, le continent africain retrouve la croissance, présente de nouveau de l'attrait pour les investisseurs. Il faut repenser le rôle de l'État. Il doit devenir le catalyseur de l'investissement privé. La question du climat des affaires dans ce contexte est importante et le Togo travaille chaque jour sur cette question. Les opportunités d'investissement qu'offre l'Afrique sont considérables, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Face à des besoins de financement immenses, les finances publiques des États africains ne peuvent suffire. Il faut donc qu'une partie plus significative des financements privés se réoriente vers notre continent. Et pour cela, notre tâche, c'est de fournir de bons projets. Les décideurs du secteur public et des représentants du monde des affaires ont été impressionnés par cette allocution remarquable du chef de l'État togolais qui donne des orientations pertinentes pour améliorer l'accès à un financement abordable et pour mobiliser les investisseurs institutionnels pour le développement du continent. L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, est une institution internationale qui accompagne les pays en développement et les économies émergentes à trouver des solutions innovantes pour promouvoir une croissance durable et inclusive. Le Togo est membre du comité directeur du Centre de développement de l'OCDE depuis 2019. De nombreux Sénégalais que nous avons rencontrés sont très, je dirais, dépités de savoir qu'il ne reste plus que quelques mois au président Macky Sall, chef de l'État sénégalais malgré son jeune âge, il faut le dire. Et ça, c'est aussi parce que certains pays d'Afrique et certains opposants ont toujours souhaité ne pas faire de la politique qui nous sied, mais vouloir faire la politique qui ressemble à celle des autres, qui n'ont pas les mêmes us et coutumes que les nôtres. Et quand un président travaille, j'ai toujours dit qu'il faut le juger dans les urnes et non à une limitation de mandat. Parlant du Sénégal, 530 migrants en moins de 48 heures ont été débarqués à la base navale amirale Faye Gassama. Ce sont entre autres des Gambiens, des Guinéens et des Sénégalais, tous candidats à l'immigration au risque de leur vie. Pire encore, avec souvent des enfants à très bas âge. Voilà qui attriste l'Afrique, cette Afrique qu'on n'aimerait plus voir. Reportage, Charlotte Abdoulaye. La Marine nationale sénégalaise a porté secours à une pirogue en détresse avec à bord 221 migrants, dont un nourrisson âgé de 3 jours seulement. C'est à bord de la navette Tawai que les 221 migrants posent enfin les pieds sur la terre ferme à la base navale amirale Faye Gassama de Dakar, ceci après 6 jours passés dans une mer agitée et face à un courant défavorable. La pirogue est partie de Niodior, qui est l'une des plus grandes îles du Saloum au Sénégal. Elle a une panne moteur et a été secourue à 70 km au large de Saint-Louis. Ces candidats à l'immigration sont au nombre de 221, parmi lesquels 54 Gambiens et 12 Guinéens. D'après les autorités sénégalaises, près de 530 migrants ont été débarqués à la base navale amirale Faye Gassama en 36 heures. Durant les dernières 36 heures, près de 530 migrants ont été débarqués ici à la base. Et globalement, nos opérations de lutte contre l'immigration irrégulière ont permis le secours de plus de 7200 migrants durant l'année 2023. Et les opérations se poursuivent. D'après les autorités sénégalaises, des pirogues connaissent de plus en plus de difficultés en mer. Ceci dû au changement de la météo. Beaucoup plus d'entre elles se perdent et d'autres dérivent vers les côtes. Et cela s'explique principalement par un changement de la météo. Donc il y a eu une période où la météo était plus calme. Cette période est terminée. Et aujourd'hui, nous avons une mer qui est agitée.
Et nous avons des courants qui sont défavorables aux pirogues qui tentent de gagner les îles Canaries. C'est donc dire que les conditions météorologiques et environnementales ont drastiquement changé et qu'il est particulièrement dangereux aujourd'hui de tenter de gagner les îles Canaries par la mer. Les autorités sénégalaises déplorent le nombre croissant de femmes et de mineurs accompagnés à bord des embarcations, y compris les femmes enceintes à terme. D'ailleurs, la pirogue que nous venons de secourir transportait une dame qui a accouché à bord depuis jeudi passé et qui n'a pu donner la première tétée à son bébé qu'aujourd'hui, après l'intervention des personnels médicaux du patrouilleur Taoué. Donc ceci nous interpelle encore plus sur la nécessité donc de mener des opérations de lutte contre l'immigration irrégulière, mais également nous pousse à encore plus sensibiliser les populations. Durant les 2 dernières semaines, les opérations de la Marine nationale ont permis l'interception de 26 pirogues et le secours de 3838 migrants irréguliers, dont 224 femmes et 201 mineurs. Au total, 4471 migrants, originaires principalement du Sénégal, de la Gambie, de la République de Guinée et du Mali, ont été débarqués à la base navale Amiral Faye Gassama durant le mois d'octobre 2023. Après le pays de la Teranga, sur les bords du fleuve Sénégal, nous allons un temps soit peu dans la zone désertique du Tchad, mais un pays que dirige très bien le chef de la transition, le président Mahamat Idriss Déby Itno. Le rapport des négociations avec le parti des transformateurs restitué au président de la République tchadienne, le général Mahamat Idriss Déby Itno, par l'envoyé spécial du facilitateur de la CEAC. Reportage pour CNN, Charlotte Abdoulaye. Le gouvernement tchadien et le parti des transformateurs ont signé le 31 octobre 2023 un accord de réconciliation permettant aux exilés des événements du 20 octobre 2022 de regagner le Tchad. Fruit de délicates négociations, cet accord de réconciliation est un pas crucial vers la stabilisation politique et la restauration de la paix au Tchad. Sous l'égide du facilitateur désigné de la CEAC pour la transition au Tchad, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Les négociations ont été menées de manière collaborative avec l'engagement de toutes les parties concernées pour parvenir à un accord mutuellement acceptable. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, a lui aussi joué un rôle clé dans ces négociations, démontrant une fois de plus sa volonté à œuvrer pour la paix et de trouver des solutions aux défis qui se posent au pays. 3 jours après la signature de cet accord, le facilitateur désigné de la CEAC a dépêché auprès du président de la République du Tchad, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, son ministre du Tourisme, M. Didier Mazenga Mukanzu, pour lui restituer les négociations ayant abouti à cet accord et lui dévoiler son contenu. Selon le ministre congolais du Tourisme, l'accord de réconciliation prévoit plusieurs mesures essentielles, notamment la garantie de sécurité pour les retournés et des engagements en matière de dialogue et de coopération pour maintenir la stabilité politique. Nous étions obligés aujourd'hui de faire la restitution au président Mahamat de ce travail qui nous a été confié et comment nous avions exécuté, et aussi parler des perspectives à venir, c'est-à-dire que la continuité et la suite des actions que la facilitation va concomitamment mener avec le gouvernement tchadien, et aussi donner le message du président Félix Tshisekedi à sa qualité de facilitateur au président Mahamat Idriss Déby Itno. L'exécution de cet accord a commencé. Et ce qui a été assigné à la facilitation, ça a été fait notamment désigner une équipe qui accompagne Succès Masra en N'Djamena et au gouvernement de faire des plaidoyers pour que les mandats d'arrêt soient retirés de la justice, chose faite. Il a été demandé au gouvernement de sécuriser l'opposant Succès Masra, ce qui est en train d'être fait aussi. Donc nous allons continuer et lancer le message aux autres qui restent encore, qui hésitent, de pouvoir se joindre au processus de transition et pour l'intérêt général de la population tchadienne. L'envoyé spécial du facilitateur a aussi facilité les partis pour leur engagement en faveur de la paix et de la réconciliation, tout en rappelant que la CEAC reste résolument engagée à soutenir le processus de transition au Tchad.
Ce que les Africains ont prouvé cette fois-ci, c'est que nous avions initié et obtenu. Et vraiment, c'est des rares en Afrique. Ce sont des Africains eux-mêmes. Ils ont trouvé des compromis, ils se sont mis ensemble. Et ils ont signé un accord, non seulement signé, mais ils commencent à mettre en application cet accord. Président de la République du Tchad, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a pour sa part exprimé sa satisfaction quant à la signature de cet accord. Il a salué les efforts déployés par toutes les parties impliquées dans le processus de réconciliation, soulignant que la réunification du pays est une priorité absolue pour son gouvernement. Le chef de l'État a également réaffirmé son engagement en faveur d'une transition pacifique et inclusive au Tchad. L'audience s'est déroulée en présence des ministres de la Réconciliation nationale, M. Abderrahmane Koulamala de la communication, porte-parole du gouvernement, M. Aziz Mahamad Saleh et des proches collaborateurs du chef de l'État, a été l'occasion pour l'émissaire congolais de rendre compte des négociations ayant abouti à la signature d'un accord de réconciliation entre le gouvernement tchadien et le parti Les Transformateurs. After the Republic of Chad, let's go to Ghana. M. Mahamadou Bahoumia, désigné candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle 2024. Cet économiste de formation, du haut de ses 60 bougies, part favori. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le nouveau parti patriotique, parti au pouvoir, a désigné M. Mahamadou Bahoumia, vice-président de la République du Ghana, comme candidat à l'élection présidentielle 2024. Il espère succéder au chef de l'État sortant, son Excellence Nana Akufo-Addo, à la tête du pays depuis 2017. C'est mon grand privilège de transmettre le flambeau du nouveau parti patriotique à toi, Mahamadou Bahoumia. M. Mahamadou Bahoumia est âgé de 60 ans, économiste de formation, actuel vice-président de la République du Ghana depuis 2017 et ancien vice-gouverneur de la Banque centrale. Il a remporté les primaires du nouveau parti patriotique. Je me tiens donc ici avec une profonde gratitude et humilité après avoir reçu le plus grand honneur de ma vie. La victoire n'est pas la mienne, mais la nôtre. M. Mahamadou Bahoumia a remporté le scrutin avec 60% des suffrages. Il affrontera à la présidentielle de décembre 2024 M. John Dramani Mahama, alors âgé de 64 ans, ancien président de 2012 à 2017 et élu en mai dernier pour porter à nouveau les couleurs de son parti, le Congrès national démocratique. M. Mahamadou Bahoumia, candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle de 2024, devra défendre le bilan de la majorité présidentielle. Les résultats économiques décevants du pays seront un obstacle majeur pour M. Mahamadou Bahoumia dans les mois à venir. Le Ghana est confronté à des défis économiques majeurs, notamment l'inflation, la chute de la valeur de la monnaie et l'explosion de la dette. Tous ces éléments ont conduit le président en exercice, son Excellence Nana Akufo-Addo, à demander l'aide du FMI. L'économiste de formation demeure confiant. Le président en exercice, son Excellence Nana Akufo-Addo, lui, est d'un soutien précieux. J'ai fait de mon mieux, mais il me reste encore une tâche à accomplir. Et c'est de toutes mes forces, de toute mon énergie, d'aider le nouveau porte-drapeau, d'aider Bahoumia à gagner l'élection de 2024. M. Mahamadou Bahoumia, candidat du parti au pouvoir, a toutes les chances de maintenir son parti au pouvoir face à l'opposition. Car depuis l'avènement du multipartisme au Ghana en 1992, les changements politiques ont toujours été effectués de manière pacifique. Dans l'édition de la semaine dernière, le Constier Carl-Week News nous avons présenté les prouesses d'un des leaders des chefs d'État en Afrique centrale, le président Denis Sassou Nguesso. Avec ces deux tours jumelles que je demande encore comme ça à M. Marcel Bassolé de vous présenter, ces belles tours jumelles qui honorent le Congo et surtout l'Afrique entière. Rien de plus normal que de présenter ça au peuple et dire qu'en Afrique, nous devons compter sur nos leaders. En séjour de travail dans le département de la Cuvette, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a procédé ce 8 novembre 2023 à la visite des zones agricoles protégées. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a commencé sa visite par les zones agricoles protégées d'Olongone, dans les départements de la Cuvette.
Le chef de l'État congolais ne cesse de manifester son amour pour l'agriculture, une stratégie du gouvernement qui vise à renverser la balance d'importation massive des produits agricoles. Voici les principales caractéristiques des zones agricoles protégées de Longonné, présentées par M. Paul-Valentin Gobo, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Congo. Ici, nous sommes sur un terrain qui emploie 152 personnes à travers des coopératives sur 174 hectares. Donc vous voyez, là derrière, nous avons 17 hectares de manioc. Les 17 hectares de manioc, mais ça donne un peu plus. On aura à peu près 2,5 fois plus que d'habitude parce que nous l'avons fait, les écartements sont un peu plus serrés. Donc on a beaucoup de manioc ici pour produire du foufou. Vous avez juste derrière vous 25 hectares de manioc fait avec nos amis de la Banque africaine de développement. Ça ne se voit pas encore, mais nous avons ici 25 hectares. C'est cet endroit qui paraît un peu vide. Donc 25 hectares de manioc. Et de l'autre côté, vous avez 87 hectares de maïs. Et on est en train de préparer encore un autre terrain de l'autre côté. Vous voyez des tracteurs en train de travailler pour faire une fois de plus du manioc. Les populations composant coopératives dans les zones agricoles protégées de Longonné ont exprimé leur satisfaction. Cette fois-ci, surtout pour le maïs, ce n'est plus que le groupement sème. L'État aussi a donné les machines. Ils sèment. Ils sèment en même moment avec les engrais. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a communié avec les populations des zones agricoles protégées avant de mettre le cap sur les zones mixtes agricoles protégées du Songo dans la commune d'Owendo. Les zones mixtes agricoles protégées de Songo, qui s'étendent sur 124 hectares dont 54 de manioc, ainsi que 54 hectares en phase de préparation. La zone mixte agricole protégée de Songo a la particularité d'avoir en son sein une zone piscicole de 14 hectares qui compte 85 étangs, également visité par le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, quelques instants avant les requêtes des populations. Sur le terrain, l'agriculture est en train de prendre son élan. Avec la Lurous, les choses se passent. Nous allons manger ce que nous produisons sur place. Au terme de la visite des zones agricoles protégées, ce 8 novembre 2023, dans le département de la Cuvette, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, se dit satisfait de l'adhésion massive des populations rurales à son mot d'ordre sur l'autosuffisance alimentaire. Je peux dire que les populations des milieux ruraux ont adhéré massivement au mot d'ordre du président sur l'autosuffisance alimentaire et la production. Et pour que les Congolais ne dépendent pas d'autres peuples en ce qui concerne leur alimentation. Et surtout les jeunes. Je suis très content parce que partout où je passe, je vois des jeunes. Jeunes femmes, des jeunes garçons. Ils ont adhéré. Et même en ville, je sens un frémissement. Je sens déjà un frémissement dans le milieu des cadres qui prennent la décision. Je dis un frémissement. C'est déjà bon signe. Il est à noter qu'en février 2023, le président son Excellence Denis Sassou Nguesso avait instruit le gouvernement, lors du Conseil des ministres au Palais du Peuple, de procéder à l'entretien des pistes agricoles et rurales. Nous avons décidé dans cette émission d'accorder pour le grand format une place à un autre leader. Lui alors, c'est du côté de l'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. C'est l'heure du grand format. Au vu d'une affluence quotidienne pour visiter le 5e pont d'Abidjan, qui est devenu pratiquement un monument, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a décidé, lors de la Toussaint, qui était férié chômé en Côte d'Ivoire, de fermer le pont à la circulation et de permettre comme ça aux Abidjanais, aux Ivoiriens, venus même des villes avoisinantes, de l'intérieur du pays, de visiter ce chef-d'œuvre, le 5e pont Alassane Ouattara. C'est ce pont qui occupe aujourd'hui notre grand format. Je te dis merci Alassane Ouattara pour tout ce qu'il t'a fait. Merci au président Alassane Ouattara. Merci au président Alassane Ouattara pour tout ce que tu as fait pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci au président Alassane Ouattara pour le merveilleux pont qu'il a construit
dans notre merveilleux pays, la Côte d'Ivoire. Actuellement, je me retrouve sur le pont, 5e pont, Alassane Ouattara. Et bien, sincèrement, je suis impressionné parce que ce pont, vraiment, c'est un pont. C'est un pont qui honore déjà la Côte d'Ivoire à la base. Et puis, ça nous place à un niveau mondial. Nous sommes sur le 5e pont. Franchement, c'est incroyable. On avait, voyons, l'habitude de le voir à la télé et autres. Moi, personnellement, c'est la première fois de le voir. Je suis tellement éblouie, vraiment, c'est spectaculaire. Oh, venez découvrir la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ma première fois de venir voir ce pont. Franchement, c'est trop joli. Je remercie le président pour tout ce qu'il fait pour nous. Kalame la baraka dans tout ce qu'il fait. Je dis merci à mon président Ado. Longue vie à lui. Longue vie à lui. Bonne chance à lui. Merci pour le pont que vous avez fait pour nous. Franchement, ça nous motive de venir regarder le pont, prendre des photos. En tout cas, on te dit merci quoi, merci. Aujourd'hui étant un jour de férié, nous avons profité de venir visiter le pont Ado. Vraiment, nous sommes très fiers du président de la République de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, pour ce travail qu'il a bâti pour le pays. Nous sommes très fiers. Je suis quitté jusqu'à Fresco. Je suis venu à Abidjan, je suis venu regarder le pont du président Ado. Vraiment, j'ai payé le transport depuis le matin, je suis là. Je regarde le pont, il n'est même pas fin. Le vieux, tu as travaillé Ado. Je suis fan de ta gamme. On te soutient toujours. On voit que le pont est formidable, très joli. Papa Ado, il travaille en le 5e mandat. Voilà, Ado fort. J'ai donné le meilleur de moi-même pour mes compatriotes parce que j'aime mon pays. Je suis contente aujourd'hui parce que je suis sur le pont du président Alassane Ouattara. Je suis fière de ces travaux qu'il fait. On dirait du pont Alassane Ouattara. Ce pont, il est vraiment formidable. Il est vraiment merveilleux. Il est plus beau que tous les autres ponts que j'ai vus en tout cas. C'est un pont vraiment bien bâti. Je remercie Monsieur le Président Alassane Ouattara pour tous les efforts qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, cette année-là, c'est une année de gloire et d'évolution pour la Côte d'Ivoire. Je suis fier d'être Ivoirien vraiment, je suis fier d'être Ivoirien. Les mots me manquent. Vraiment, quand il y a ce pont, vraiment, ça me donne vraiment l'envie de vivre. Je demande longue vie vraiment à nos présidents, que Dieu lui donne beaucoup de santé et longue vie en vie. Vraiment, je vois ce pont-là à la télé, mais aujourd'hui, j'ai décidé de venir avec mes enfants pour venir visiter vraiment le pont que notre président, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a fait pour nous donner. Vraiment, je dis merci à Alassane, vraiment que Dieu le bénisse. Très beau pont. Et voici le stade de Plateau où la CAN va se dérouler. J'ai profité le jour férié là pour venir visiter notre pont. Notre pont est construit même par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, un joyeux architectural. Donc ce pont-là, c'est nous-mêmes Ivoiriens d'abord qui devons d'abord faire la promotion de ce pont-là. Donc ce pont-là n'est pas mentionné RHDP, ni LMP, ni PDCI. C'est le pont de tous les Ivoiriens. Venez voir l'œuvre du président, son Excellence Alassane Ouattara. Nous sommes sur le 5e pont Alassane Ouattara. Venez visiter. N'allez pas toujours à l'extérieur du pays. Non. Visitez d'abord ce que le président a fait. Ce n'est pas un pont RHDP, ni PDCI, ni PPACI, ni FPI. C'est pour les Ivoiriens. Soutenons le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il est en train de faire. On doit le soutenir toujours. Nous sommes là sur le pont Ado, le 5e pont. Et franchement, c'est une infrastructure vraiment qui est vraiment remarquable. Voilà. On peut dire que c'est une première fois en Afrique de l'Ouest ici. C'est un pont avec vraiment une architecture vraiment oulala. Voilà, donc ce soir nous sommes quittés à Bobo PK18. Très loin comme ça, hein, avec les enfants pour venir leur montrer un peu les merveilles de la Côte d'Ivoire. Le président a décrété que ce jour-là, que le pont Ado soit fermé. Voilà, pour permettre à la population de venir visiter ce pont. Donc, ce jour, nous sommes venus ici pour venir visiter ce joyau architectural. Aujourd'hui, c'est la Toussaint et c'est un jour qui a été décrété férié. Donc, je suis venu avec ma famille pour voir ce joyau-là. Donc, je voudrais dire merci au président Alassane Ouattara pour nous avoir fait ce pont-là. Merci à tous. Aujourd'hui, c'est une journée
qui est dédié pour les morts. Donc, à l'occasion de ça, j'ai pris ma famille pour venir visiter ce pont. Ça fait que il n'y a pas embouteillage sur l'autre côté en quittant Adjamé pour venir ou bien en quittant sur Williamsville pour venir. Vraiment, c'est pour venir sur le plateau. Ils sont venus de la course à Abidjan, on va profiter, visiter le pont, là, cette œuvre architecturale qui fait plaisir aux Ivoiriens. Et on aimerait par l'occasion remercier le président de la République pour ce don-là qui restera pour des années et des années. Vraiment, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. C'est une fierté d'être ivoirien lorsqu'on voit cette œuvre-là. Voilà, Boaké. Moi, je suis pamphlet. Kadouaoudo. Ponyana. Kadouaoudo président. Ala Sini Kenya Diama. La Banque Diama. Ala Kenya. La Djigituku. La Djigimafa. Je voulais remercier le président Alassane Ouattara parce que grâce à lui, nous sommes venus visiter le pont, le 5e pont. En tout cas, je suis vraiment contente. Je suis très contente. Je lui souhaite longue vie. Vraiment, je suis très ravie de visiter ce pont. Vraiment, notre président, son Excellence Alassane Ouattara, vraiment, il a fait un travail très efficace. Vraiment, actuellement, je suis très heureuse. Nous sommes actuellement en congé. Moi et mes soeurs, nous sommes venus visiter le pont. Nous sommes très, très heureuses. Vraiment, dire merci vraiment à Papa Ado. Que Dieu le bénisse. Papa Ado, on n'a pas de mots. Vraiment, ça dépasse tout ce que nous, on voulait voir là. On lui souhaite longue vie, santé, pour qu'il ait plus de choses comme ça encore. Merci, merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour nous. Que Dieu vous donne longue vie, la santé. Nous disons merci, merci au bon Dieu de nous avoir donné ce gentil président. Le soir, il va bosser, mais on dit non, on va visiter le pont de Papa Ado. On va visiter le pont, en tout cas, on est ravis, on est fiers. Ado, c'est le père de la nation. Il n'y a pas l'homme, il est en jaillit. Franchement dit, Papa Ado, c'est le meilleur. En tout cas, la canne, en 2024, c'est gâté. Le 13 janvier 2024, on attend tout le monde. Ça sera la meilleure canne. Je suis présentement sur le 5e pont. Donc vraiment le pont, je trouve ça très joli, très merveilleux. En tout cas, le président, il a fait un grand travail. Sincèrement dit, votre pont là, il n'y a pas son 2 en Côte d'Ivoire. Vous-même, il n'y a pas votre 2 en Côte d'Ivoire. Depuis que vous êtes là, la Côte d'Ivoire a changé. Ce que moi je peux vous dire, la longue vie à vous. Sincèrement dit, il a nommé mon fils Alassane Ouattara. J'ai vu ce que le président Ado a fait, c'est vraiment propre. Voilà, donc là, ça nous motive de le voter plus encore, quoi. Voilà, tout le monde est content. Quand il voit les vieilles personnes, les enfants, les frères, tout le monde vient s'amuser ici. Là. Je suis vraiment content, quoi. Voilà, Ado, vraiment merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour le pays. Je suis venu voir le joli pont que Ado a fait pour nous et qu'on lui remercie beaucoup. Que Dieu fasse qu'on ait beaucoup de joyeux comme ça dans le pays. Je salue notre président, Papa Ado. Vraiment, les mots me manquent. Les mots vraiment me manquent, Papa Ado. Je suis venue visiter le nouveau pont que notre président Choco Alassane Ouattara nous a construit, nous a fait. En tout cas, je suis vraiment émue pour ce pont. Je suis venue visiter le pont avec ma petite famille. Vraiment, le pont est très magnifique. Vraiment, c'est tellement beau qu'on remercie le président, son Excellence Alassane Ouattara. Que Dieu nous donne longue vie et que Dieu nous donne la santé. Merci Pépé Ado de nous avoir gardés et construit le pont pour nous aider à partir au travail. Je remercie ce président avec son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Je le remercie pour tout ce qu'il nous a fait dans ce pays-là. Je ne vois pas quel président est plus meilleur que Alassane. Ah, il a tout fait. Vraiment merci au président Alassane Ouattara. Que Dieu lui donne une longue vie. Ado, notre président là, l'a fait pont là même. On est fin. Il a tué le pont. Quand il y a en Afrique de l'Ouest, même à tous les ponts, il ne peut pas se comparer. Il y a le stade, il commence à allumer. On dit allumer la télé. C'est allumé. Le pont est derrière toi, c'est orange, blanc, vert. C'est sorti fort. On les attend, les Camerounais, les Congolais vont venir. Le président Ado, on prie Dieu que Dieu lui donne longue vie. Longue vie.
aux grandes personnes, toutes chapelles politiques confondues, il ne nous reste plus qu'à dire merci, Monsieur le Président Alassane Ouattara. C'était votre programme. De suivre vos multidiffusions sur votre petit écran. Au revoir. Le rendez-vous du roi de la télé sur CNN avec son magazine d'information politique afro-mondiale Constieka All Week News en multidiffusion tous les 3 heures. Sur CNN, la télévision autrement, disponible sur les bouquets Créolink O12, numéricable O12, sur les bouquets Télépac, l'IMEX et en streaming sur www.cnntv.ci en couverture mondiale.